Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de tous les temps, Sous la Paillote. Sous la Paillote, c'est une émission de C24+. Sous la Paillote, une émission de questions difficiles, une émission qui analyse des situations politiques, sociales, économiques et culturelles. Pourquoi pas tout ce qui se passe dans le monde, là où vivent la population, là où vivent les gens, les problèmes manquent jamais. Voilà pourquoi tous ces problèmes, toutes ces difficultés-là, tout ce qui se passe, toutes les questions qui vous semblent être difficiles dans tous les domaines, on les traite dans cette émission Sous la Paillote. Sous la Paillote, c'est une émission de ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo. Si toi, tu aimes la République démocratique du Congo, tu dois aimer l'émission Sous la Paillote. Alors, si tu es contre l'émission Sous la Paillote, ça sous-entend tout simplement que tu es contre le développement, tu es contre la République démocratique du Congo. Sur ce plateau de C24+, aujourd'hui, on reçoit pour vous Monsieur Pancras Iwale. Monsieur Pancras Iwale, il est secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et de la sensibilisation au sein du parti politique Union pour la réussite du Congo. Il est aussi porte-parole de ce parti politique. Monsieur Pancras Iwale, il est aussi un enseignant d'université et un chercheur en droit phonique. Avec lui, on va parler de tout ce qui regarde le processus électoral en RDC, tout ce qui se passe au sein de l'ECD, les partis chers à Martin Fayoulou. La politique n'est pas dedans, le pouvoir en place n'est pas dedans. Et tout ce qui se passe, ça se passe en âme et conscience des combattants et combattantes de ces partis politiques décidés. On doit aussi parler de la justice congolaise. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a prononcé les verdicts sur le procès Jean-Marc Kabound à 7 ans de servitude pénale et aussi l'arrestation des journalistes qui est arrêté, Boujakira. Il est en détention, Stani. Il est en détention pour l'instant. Il est à Makala. Est-ce que cette justice-là est juste? Vous allez me permettre comme ça. Aujourd'hui, le 15 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie. Avec notre invité sur ce plateau, il va nous dire, est-ce que réellement la République démocratique du Congo, la RDC, est-elle réellement un parti, un pays plutôt démocratique? Est-ce qu'il y a la démocratie dans ces pays? Et aussi, ça coïncide. Et la journée internationale de la démocratie est aujourd'hui l'ouverture de la session de septembre, dite session budgétaire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette législature? Parce que c'est la dernière session de cette législature pour cette 4e République. C'est pourquoi, avec notre invité, Pancras Iwale, que je salue. Bonjour, Pancras. Bonjour, Michel. Bonjour. Je pense que tu vas bien. Très bien, très bien. En bonne santé. En très bonne santé. Voilà. On commence avec la question sur les processus électoraux. Est-ce que peut-on, en voyant les processus électoraux, en voyant tout ce qui se passe, la prolongation pour le dépôt de candidature au niveau national, la prolongation pour la publication des noms des candidats, députés provinciaux et conseillers communaux, la suspension du secrétaire national de l'exécutif, peut-on parler que l'équipe quasiment a échoué ou ça a réussi? Merci de l'opportunité que vous nous offrez sur votre beau plateau de C24+. Une première, une télévision qui a une ambition mondiale. J'aimerais avant toute chose vous remercier et surtout féliciter l'initiative de cette grande chaîne et avec tous les héros dans l'ombre, comme on les dit souvent. Merci encore une fois pour l'occasion, parce que cette émission, elle date de très longtemps. C'est une identité qui vous est collée. Nous qui vous connaissons depuis belle lurette, nous vous avons connu à travers cette grande émission. Et moi, je suis content aujourd'hui de la retrouver. Vous faites bien de poser la question sur la CNI. Est-ce que l'équipe de Kadima a échoué ou elle a réussi? D'entrée de jeu, je voudrais signaler que toute œuvre humaine ne manque pas de faillite. L'œuvre humaine, qu'une œuvre humaine non parfaite. Mais je voudrais, sans froid aux yeux, dire que M. Kadima
est en train de donner de très bonnes impressions et que je suis convaincu qu'à la lire où vont les choses, beaucoup de gens vont se taire. Ils se taisent d'ailleurs. Souvenez-vous, lorsqu'il fallait choisir M. Kadima, il y a eu des tintamarres du genre, on nous a évoqué des questions tribalo-ethno-linguistiques. Personne n'a parlé de l'aspect technique. Alors que dans un processus comme le nôtre, la technicité devait être la première notion à être prise en compte lorsqu'il s'agit des individus ou des profils des individus. Mais malheureusement, parce qu'on connaissait là, le background de ces messieurs-là, on connaissait son agenda, on a préféré verser dans les futilités, notamment parler de ses origines. Ben, aujourd'hui, comme on dit, le temps est le meilleur allié. Il est clair et net que l'équipe Kadima est en train de faire un très bon travail. Et je crains même que la conduite kimbanguiste soit au-dessus des conduites catholiques, parce que moi je suis catholique, nous avons connu le fait M. l'abbé Malou Malou, nous connaissons ce qu'il y a eu, nous avons connu pasteur Ngoï Mulunda, après Nanga. Mais aujourd'hui avec Kadima, moi je crois que vous nous offrez là une occasion pour montrer encore une fois aux gens qu'il y a des Congolais sérieux, il y a des Congolais qui sont intelligents. Vous parlez de prorogation et de prorogation. Effectivement, c'est une stratégie qui a été montée par son équipe. Je ne suis pas porte-parole de la CNI, mais il est une chose est vraie, comme républicain, de remarquer que l'équipe Kadima est en train de faire un travail de titan. L'équipe Kadima est en train de laver tous les doutes, est en train d'assurer, d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun regroupement politique qui puisse se plaindre parce qu'ils n'ont pas déposé toutes les listes. Non, tout simplement. Et quand il a donné un calendrier, tout le monde avait dit que c'était un calendrier irréaliste, mais jusqu'aujourd'hui, il convoquera le code électoral comme le veut la constitution de notre pays. Et donc moi, je suis content, d'autant plus que nous sommes de ceux qui ont pris à l'équipe Kadima déjà dès la jeunesse. Et aujourd'hui, au regard du parcours, nous disons que c'est un parcours exceptionnel, c'est quelque chose d'innovant. Pour la première fois, on voit que la CNI est en prorogation, mais il ne se pose aucun problème. Il n'est pas en train de heurter les dispositions constitutionnelles de notre pays. Et donc, nous disons qu'il y a des Congolais sérieux. Comme nous disons avec le président de la République, voilà un autre produit, Kadima, dont l'église kimbanguiste a proposé. Et ceci nous met quand même les pistes à l'oreille pour dire que l'église kimbanguiste est habitée par la spiritualité, parce que le profil qui est le leur, c'est un profil aujourd'hui qui met tout le monde d'accord, même si les gens ne veulent pas accepter. Pour preuve, les opposants sont les premiers à déposer leur candidature, notamment M. Matata Pognon. Alors que pour une CNI qui a été décrédibilisée par mauvaise foi, une CNI qui a été bafouée, une CNI dont on a accusé de tous les mots des fils d'Israël, ben aujourd'hui, ils sont les premiers à se mettre en ordre de bataille pour déposer leur candidature. Et nous disons que c'est une très bonne chose, parce que ça doit entrer dans l'actif du régime actuel, pour lequel nous essayons d'évangéliser dans nos différentes prestations médiatiques et même scientifiques. Pancras, est-ce que dans les calendriers publiés par Denis Kadima, est-ce qu'on a prévu tous ces jours qu'on est en train de prolonger des choses? Est-ce que ça donne réellement qu'il y aura des élections dans les délais constitutionnels et des élections crédibles, apaisées et démocratiques? Mais toutes les dates sont respectées, ça c'est le plus important. Non, mais d'autres dates, des jours qu'on a accordés. Non, des jours, les dates, non, je parle des dates qui sont respectées scrupuleusement. Les jours de prolongation, mais c'est comme ça justement où j'évoque de la technicité de l'équipe Kadima. Malgré ces prorogations-là, ça n'a pas heurté dans le programme qui a été celui initial. Le programme qui observe, n'est-ce pas, les lois de notre République. Et ceci, ça va mettre à l'air actif. Et déjà, les premiers pas, comme on dit, sont souvent les plus significatifs. Plutôt. Là, il est en train de franchir des plus grands pas géants. Il a commencé avec l'enrôlement. Il a fait des prorogations, parce que les gens ne parlent de prorogation que dans le dépôt des candidatures. Mais il a commencé déjà avec l'enrôlement. Il en a fait autant dans la première zone, dans la deuxième zone. C'était des prorogations à prorogation. Mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, cette équipe-là de pouvoir respecter le calendrier. Donc, ceci, on a parlé de son temps, parce qu'aujourd'hui, on parle de prorogation, mais hier, on a parlé des moyens financiers qui poseraient problème. De ce côté-là, le travail est en train d'être fait. Donc, nous disons que ici, ça va mettre à l'actif du régime Tshisekedi,
qui a imprimé une autre manière de faire la politique, qui a imprimé une autre gestion, justement le mot que je cherchais, de la chose publique. Et à travers déjà l'organisation des élections qui est en cours, nous pouvons conclure que l'avenir est assez radieux et qu'on n'aura plus de contentieux fantaisistes comme souvent les cas. On ne va plus parler des vérités des urnes, cette fois-là on va parler de vérités établies totalement des urnes. Est-ce que tu sais que la CENI, dans l'ensemble du pays, n'a pas de logisticiens? Ils ont été suspendus par les secrétaires exécutifs qui viennent d'être suspendus par Denis Kadima. À 3 jours, à 3 mois plus tôt de la tenue des élections, il n'y a pas de logisticiens mieux formés. Il n'y a pas un secrétaire exécutif avec tout ce qu'il a comme mission à accomplir. Est-ce que vous comprenez que ça donne réellement de l'espoir et on peut espérer quelque chose de bon dans cette équipe de Denis Kadima? Mais moi, ça me motive encore plus, M. Michel. Vous savez, j'ai été candidat en 2018, donc je connais quand même quelque chose là-dessus. J'ai la photographie électorale de 2018. Et parmi les remarques ou même des opprobes dont on jetait à ce processus-là, c'était les informaticiens, que vous appelez techniquement les justiciens. C'est que la plupart d'entre eux étaient accusés d'être à tort ou à raison avec le pouvoir de l'époque. La plupart d'entre eux ont été accusés de boutiquer les résultats, de même garder certaines machines électorales à l'avantage de certains candidats. Et donc aujourd'hui, si après un travail mûri, après une observation sérieuse, l'équipe Kadima trouve qu'il faille les faire partie, je ne vois pas pourquoi on s'est posé un problème. Nous sommes dans un grand Congo, cher Michel. On a plus de 120 millions d'habitants aujourd'hui. S'il faut recruter quelques informaticiens sérieux et logisticiens, on n'a pas besoin de 3 mois. Et les former dans la logique de la CENI. Effectivement, on n'a pas besoin de 3 mois pour ça. Et ils vont, tu es sûr? Être suffisamment sûr, mais les preuves sont là. Les preuves sont là, cher ami, les preuves sont là. C'est que Kadima a mené une logique qui n'est pas... Le problème, c'est que nous sommes, on est habitués à ce que je peux considérer comme la routine. Donc, on se capte sur certaines choses qui ne sont même pas bonnes, mais on aime y revenir de temps à autre. Kadima a imprimé une logique, à mon avis, qui marche. Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est les encourager, mais toujours rappeler que c'est un travail humain en tant que tel. On peut avoir des failles, mais dans ce qu'ils font, moi, je crois qu'honnêtement, il faut leur dire bravo. Parce que nous parlons des élections avec la CENI, parlons de la situation au sein de l'ECD de Martin Fayoulou, qui hier avait interdit à ses combattants et combattantes de postuler à la députation nationale et provinciale. Et aujourd'hui, lui-même se pointe comme candidat à la présidentielle 2023. Et là, on parle d'une sous-carte de pouvoir en place. Qu'en dites-vous? Mais attendez, le temps, c'est le meilleur allié. Nous vous avons dit que l'ECD était quelque chose créé pour besoin de cause. Aujourd'hui, le temps nous donne raison. Mais c'est Fayoulou cherchait ou comment est-ce que... Il y a quelqu'un, vous savez, quelque temps qui avait dit que la grenouille voulait se faire un éléphant et vous connaissez la suite. Donc, Messier était dans une logique. À mon avis, dont il passait à réussir, mais aujourd'hui, le temps nous donne raison. Il a dit qu'il ne croyait pas au processus électoral. Il était derrière l'Église catholique et avec d'autres du FCC. Ils ont fait, je crois, ce qu'ils ont appelé... Non, un truc patriotique, groupe évêque patriotique, quelque chose du genre. Ils avaient marché pour contester l'équipe Kadima. Après, il est allé se faire enrôler, alors qu'il était encore dubitatif par rapport à l'équipe de la CNI. Et après, à un certain moment, il dit ils vont aligner les candidats. Après une réunion, il se rétracte pour dire qu'il ne va pas postuler. Et aujourd'hui, il crée une équipe au sein de son parti qui s'appellerait révolutionnaire au sein de l'ECD, qui lui demande d'aller postuler. Non, c'est simplement qu'il ne connaît pas ce qu'il veut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été fabriqué... sans excusez-moi le terme, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais c'est quelqu'un qui a été fabriqué de manière vaille que vaille pour compétir, parce que l'objectif c'était faire partie de Kabila, mais c'est pas celui qui a cette carrure-là, c'est pas celui qui a cette aura-là de président de la République. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je regrette qu'il finisse ainsi, parce que c'est un député provincial, il est parti des députés provinciaux,
Allez-y comprendre. En 2018, il est candidat député national, au même moment président de la République. Mais dans sa circonscription électorale, il n'est même pas élu le premier. C'est lui qui prétendait être le mieux élu de la République, mais dans sa circonscription électorale, il n'était pas le premier. C'est plutôt Eliezer Tambwe qui avait battu le record. Ça vous dit quelque chose? Donc lui, il a pensé que quelqu'un devrait rester dans sa logique-là, oubliant que tout ce qui était en train de se réaliser à l'époque, c'était l'œuvre de l'IDPS. Et quand vous voyez l'IDPS, c'est l'actuel président de la République. Il a oublié tout ça. Donc toutes ces stratégies qu'il est en train de monter aujourd'hui, elles sont déjà suffisamment obsolètes parce qu'elles émanent de quelque part. Vous ne parlez pas comme ça parce que votre parti politique, IRCO, est membre de l'Union Sacrée? Non, mais ça c'est la réalité. Devant les faits, on s'incline. Vous savez, Michel, devant les faits, on s'incline. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Vous parlez, vous êtes journaliste, vous posez la question sur l'attitude aujourd'hui de décider. Mais ce que nous avons dit hier, nous avons dit que SIDE, c'était une grenouille qui voulait se faire un éléphant. Aujourd'hui, le temps étant meilleur allié, il est rattrapé. C'est pas sérieux que vous, responsables politiques, vous demandiez à vos collaborateurs de ne pas participer parce que vous estimez que le processus n'est pas crédible. Mais à un certain moment, pour besoin de cause, parce qu'on veut marchander, on veut entrer dans des combines comme on en a l'habitude. On dit, ben, si je suis hors 4, comment ça va se passer? Parce qu'ils ont réclamé à temps réel le dialogue, mais il est en train de voir que le temps ne lui donne pas raison. Il faut faire ce qu'il est en train de faire. Il ne pourra pas venir demander la vérité des urnes comme ça a été la fois passée s'il n'est pas candidat. Et où sera-t-il? Sans cette histoire, cette chanson de vérité des urnes. Dites-moi, quel est le discours de Fayulu? Depuis que cette histoire est devenue obsolète, il parle de quoi? Que parle-t-il? Non, il continue à se réclamer président élu. Du fait qu'il continue à s'appeler président élu, et il comptait toujours les résultats issus des élections de 2018. Et voilà, comme je dis, le temps est le meilleur allié. Aujourd'hui, il sera président élu de quelle législature? Parce que bientôt, cette législature est en train de passer. Il aura quel discours à part celui-là? On lui a demandé à son temps d'être évolutif. Il n'a pas compris. J'ai suivi le témoignage d'un de ses amis, Lisanga Bongaga, pour ne pas les citer, qui lui a dit tout ce que nous montons comme stratégie, le président de la République le sait. Parce qu'il était parmi ceux qui étaient dans le moule de ces stratégies-là. Il était celui qui était le maillot fort de cette histoire, l'élément pivot, et qu'il faille changer de stratégie. Mais il est resté ancré. Vous êtes un élève, vous voulez devenir plus que votre maître, mais il faut faire d'autres études plus que votre maître. Mais si vous restez dans la même salle, vous voulez devenir plus que votre maître, c'est incohérent. Et c'est ce qui est arrivé à M. Fayulu. Et aujourd'hui, je crains. Ils iront où? Ceux qui sont chez lui, ils iront où? Parce que même si aujourd'hui, il s'est décidé de quitter chez Fayulu, c'est pour aller où? Avec quelle donne politique? Avec quelle recette politique? Nous nous avons dit qu'il fallait proposer une autre liturgie politique. Et ce qui a manqué à l'équipe de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont à notre dispersé. Nous avons dit qu'il fallait redonner un peu de temps. Le bloc patriotique, existe-t-il? Matata est allé déposer sa candidature. Là, vous voyez Katumbi est en train de se pavaner par-ci, par-là, en Bandaka, dans le Bandundu, tout ça. Mais ils étaient dans le bloc patriotique. C'est Sanga. Que fait-il? Vous avez vu, il est allé faire des baises au Kasaï, au Kananga, où il a dit, il a été victime, tout ça chez lui. Après, il revient, et maintenant, c'est des déclarations sur l'arrestation de Stani Boujakira. Non, mais, vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on a perdu des repères, lorsqu'on n'est pas dans la chose, on ne connaît pas ce qu'on fait, on est dans ce qu'on est en train de vivre. Malheureusement pour eux, la machine, le trait électoral avance. Et à pas géant, malheureusement pour eux. Et je me dis peut-être que la République aura d'autres dignes fils qui pourront faire l'opposition après 2024. Sûrement. L'Union pour la région du Congo, pourquoi il est au sein de l'Union sacrée et pourquoi il soutient Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de 2023? Vous savez, j'ai remarqué, j'ai retenu quelque chose. Lorsque vous introduisez votre émission, vous avez dit, c'est lui qui est contre sous la paillote. Il est contre la République démocratique du Congo. Eh bien, moi, j'aurais bien voulu que ça soit aussi de la même manière. Le Congo est en train de renaître sous Félix Tshisekedi. Je sais que vous êtes journaliste, vous faites semblant, c'est votre métier, je ne veux pas vous en vouloir, mais vous êtes au moins d'accord avec moi que sous Félix Tshisekedi, le Congolais est en train de retrouver sa dignité. Le Congo est en train de s'habiller d'une nouvelle robe. Et vous voulez que mon parti politique Union pour la Réussite du Congo, qui s'appelle la réussite du Congo,
ne soit pas du bon côté de l'histoire. Même si le social n'est pas amélioré, quand même, on accepte que l'URECO soutient Félix Tshisekedi et il est au sein de l'Union sacrée. Bon, vous faites bien de poser des questions parce que c'est votre travail. Mais j'ai dit, c'est déjà un débat qui est devenu comme la routine sociale, parce qu'apparemment, chez nous, chacun définit le social à sa manière. Mais quand on parle de la gratuité de l'enseignement, vous appelez ça quoi? Les sociales ou c'est autre chose? Parce que je suis quand même, j'ai un diplôme approfondi en matière de développement. On dit si on veut développer une nation, on va commencer par le mental. Et ce mental ici, ce n'est pas prendre les aiguilles ou de nettoyer la tête. Non, c'est la formation. Cette formation part d'une formation de base. Or, nous ne saurons pas avoir un Congo nouveau avec des hommes nouveaux s'ils ne sont pas formés. Et hier, pour étudier, c'était un problème sérieux. Sérieux. Même en plein Kinshasa, ici, il suffit de voir comme le nombre d'enfants élevés qui est en train de faire le petit commerce. Le nombre d'enfants élevés qui commandent, qui passent toutes les avenues demander dans des bars, dans des terrasses, en train de demander. Pourquoi? Parce que leurs parents étaient incapables, n'est-ce pas, de les scolariser. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, mais c'est un Congo nouveau dont on parle, qui se réalise, qui se matérialise. Et donc, quand on parle du social, je ne sais pas de quoi parlons-nous, parce que peut-être pour un Congolais, social signifie que le gouvernement passe porte à porte et distribue les Thompson. Et même si on distribue ces Thompson-là, il faut qu'il y ait les mentales. Parce que comment est-ce que vous allez garder ces Thompson-là si vous n'avez pas des enfants qui ont étudié, qui font que Inga aujourd'hui fonctionne? Comment est-ce que vous allez ouvrir des routes si vous n'avez pas des enfants qui ont étudié, qui vont vous montrer peut-être que le plan belge n'a pas tenu compte de la démographie et qu'il faut revoir le plan. Il faut avoir le mental, il faut avoir la tête. Donc ce Congo nouveau dont nous rêvons doit tenir compte d'abord de la formation des fils et filles de ce pays afin que nous puissions tous le vivre. Et mon parti ne peut pas être à côté de cette histoire-là. C'est clair et net. C'est clair. Devant les faits, on s'incline, mon frère. Aujourd'hui, il y a aussi un programme qui est en train de naître, celui de maternité. Même sans parler de gratuité de maternité. Mais le programme de 145 jours. Mais ça bouge partout. Ça bouge partout. L'année passée, je suis arrivé à Bouende. J'étais estomaqué, brimballé par la qualité de l'infrastructure aéroportuaire. Vous pouvez vous renseigner. Mais 6 mois après, quand je suis revenu, je dis, ben voilà quand même un pays qui mérite d'être appelé pays. Et ce Bouende mérite d'être appelé chef-lieu. Je ne parlais que de Bouende dans la province de la Tchouapa. C'était incroyable. Les gens se sont moqués de Lodja, mais Lodja, quand même, il y a quand même une maison en tôle, mais à Bouende, c'était en paille. Avec de bambou. Ben, aujourd'hui, quand je suis revenu, 6 mois après, quand je suis revenu, je dis, c'est incroyable. En Bandaka, je vis des images passer par-ci, par-là, non, Katumbia, mais il faut voir l'institut, le collège Bakusu. C'est incroyable. C'est incroyable. Une année après. Donc, ça bouge partout. Quand vous êtes à Guémena, nous avons la chance parce que nous faisons quand même le Congo profond, contrairement à ceux qui sont à Kinshasa, qui ne voient que sur des moutons. Mais nous faisons le Congo profond. Nous disons que mon parti étant installé dans toute la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas être à marge de l'histoire. Nous avons choisi, en âme et conscience, comme Congolais, selon le vœu de nos pères de l'indépendance, d'être du beau côté de l'histoire. C'est ce qui justifie notre présence. Patras Iwale, on change de chapitre. Iwaye. Ouais. On quitte de ceux qui regardent les élections, on est en justice. Ça fait presque 3 jours. La Cour de cassation a prononcé son verdict sur les procès Jean-Marc Akabound, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, président national de l'Alliance pour le changement, dans son procès qui l'opposait au ministère public, et il a écopé 7 ans de servitude pénale. Il y a un journaliste, Stani Moujakira, qui est en détention. Pour l'instant, il est en prison. Hier, dans la Cour de cassation, il y a eu 109 magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux qui ont prêté serment. Quelle lecture faites-vous de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo? Ben, vous m'avez présenté ici comme secrétaire général adjoint et porte-parole national de l'Union pour la Russie du Congo, hier en sigle. Je fais partie aussi des communicateurs de l'Union sacrée.
le président de la République, qui est le magistrat suprême, avait regretté du fonctionnement de notre justice. Il a rappelé que la justice élevait la nation et que à l'état actuel de notre justice ne permet pas à notre nation de se relever. Et moi, je ne dirais pas le contraire. De tout ce que je vais dire, c'est que nous sommes encore pas, on est encore assez inquiets de la manière dont notre justice est faite. Double vitesse, c'est un constant qui date de très longtemps. Souvenez-vous, vous êtes un journaliste dans le métier il y a plus de 10 ans, 15 ans. Il y a un ancien ministre de la Justice, il s'appelle Tambwe Mwambasi. Mwambasi, ma mémoire ne me trahit pas. Il a dit à l'époque les magistrats de 3V. C'était lors de retour, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait une cérémonie et il a été convié à l'époque comme ministre de la Justice. Il a parlé des magistrats de 3V. Par 3V, il parlait de la voiture, de Villa et Veste. Donc ce constat-là, il n'est pas seulement de celui d'aujourd'hui, mais il date de très longtemps. Lui d'ailleurs, il a parlé des magistrats de 3V. C'était une insulte pour certains, mais c'était une vérité. C'était une photographie déjà à l'époque de notre magistrat, du corps magistral. Maintenant, vous parlez de Kabunda. Mais oui, évidemment, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais M. Kabunda avait menacé les gens de traverser le fleuve à main libre. Mais malheureusement, le maître nageur s'est noyé. Mais pour avoir dit la vérité. Effectivement. Vous savez, la vérité, il ne suffit pas de clamer, dire la vérité. Il faille aussi de la prouver. Lorsque vous faites des allégations diffamatoires du genre, les preuves la loi oblige, n'est-ce pas, à celui-là d'amener les preuves. Il a parlé des avions, des jets qui montaient toutes les nuits avec des millions et des millions de dollars. C'est à lui de prouver. Parce que là, la République lui resterait reconnaissante. Nous sommes dans un pays qui a besoin de moyens, suffisamment de moyens, parce que nous ne pouvons pas réussir notre développement si on n'a pas de moyens humains dont je fais allusion ici à la formation, mais aussi les moyens financiers. Ici, M. Kabunda, étant un ancien gestionnaire, un ancien poids fort, élément fort du régime, a dit qu'il y avait des avions qui décollaient toutes les nuits, des jets privés, avec des sommes d'argent colossales. Et donc, c'était à lui, maintenant, d'aider au juge. Mais quand il arrive devant les causes des tribunaux, il vous dit quoi? Que non, il ne préfère pas trahir le chef de l'État. Et pourtant, en disant ça, il avait déjà trahi. Voyez? Si Kabunda change de langage aujourd'hui, il revient au pied de Tshisekedi. Ça ne sera plus encore le cas avec le procès Vital Kamerhe? Non, ça c'est du mélu-mélo. Vital Kamerhe n'a jamais changé de langage. Vous savez que nous avons été objet des insultes par l'UNC. Vous savez, à un certain moment, c'était suffisamment déchiré. Non, à un moment donné, l'UNC et l'UDPS, ça ne collait plus. Mais effectivement, quand Kamerhe était en prison, c'est une preuve d'un état de droit. C'est une preuve de l'état de droit. Nous étions avec l'INC à l'époque dans Cache. Et finalement, après l'arrestation de son leader, ça fusait les injures, fusant de partout. Il y a un d'entre eux qui a fait objet d'arrestation, je parle de Papi Okata, à cause des excès de langage. Voyez-vous? Et donc, ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, le chef d'État, parce que ce n'est pas parce que Kamerhe et son INC sont revenus, non, plutôt la justice a été faite. Et c'est comme ça la justice dont nous voulons. Nous appelons de tout lever qu'une justice qui élève la nation, c'est celle qui condamne les coupables, celle qui blanchit les innocents. Et Kamerhe est allé en appel, il a été blanchi, et nous, on ne peut pas faire un commentaire, sinon on n'est pas républicain. La vérité juridique est différente de la vérité sociologique. Et ça, c'est que les gens ne savent pas. Les gens pensent que non, il suffit de dire qu'il a volé et qu'il soit condamné. Non, ça c'est la vérité qui est sociologique. Parce qu'en droit, on peut tuer quelqu'un, mais on vous dit qu'il a des mesures atténuantes parce que l'homicide n'était pas volontaire. Ça, c'est du droit. Et donc, c'est difficile de comprendre, d'analyser une décision judiciaire à la manière sociologique. Et donc, nous parlons de Kabunda. Kabunda a fait des allégations mensongères. Il a voulu opposer le chef de l'État et même les institutions de la République contre le peuple. Il devrait prouver toutes ces allégations. Mais arriver devant les causes des tribunaux, vous dites, vous voulez conserver telle autorité, vous subissez la rigueur de la loi.
parler de votre confrère Boujakira Stani. Stani. Ouais. Vous savez, moi, je suis parfois peiné de parler de vous. Parce que vous, journalistes, c'est vrai que c'est grâce à vous que nous avons la chance, n'est-ce pas, d'exprimer ce que nous avons. C'est grâce à vous que nous avons des plateaux comme ceci. Mais à un certain moment, il y a l'excès des ailes dans ce que vous faites. Je vais vous montrer d'abord le comportement du journaliste, votre confrère. Il y a quelque temps, il semblerait qu'il aurait été sollicité à être à la presse présidentielle. Il publie la liste sur son compte. Il dit, je ne suis ni demandeur ni preneur. En tant qu'une personne, en tant que scientifique, cher Michel, vous m'appelez chez vous ici, que vous avez besoin de moi et que j'ai d'autres occupations, je dois quand même être poli pour vous dire merci beaucoup pour l'estime à ma personne, mais au regard de ce que j'ai, ça ne peut pas coller. Déjà par élégance, parce que tout scientifique doit être élégant. Le savoir-vivre, on doit être différent de monsieur tout le monde, le commun des mortels. Mais messieurs, quelques semaines avant seulement, une semaine je crois, il y publie où il aurait été sollicité à la presse présidentielle. Il dit, je ne suis ni demandeur ni preneur. Ça c'est le langage d'un opposant radical. C'est pas d'un journaliste. C'est parce qu'on t'appelle comme technocrate. Ben voilà comment un technocrate est. Il est au son et langage d'un opposant radical. Pas différent de ce que vous connaissez ici. Ça c'est déjà les attitudes qui montrent que le monsieur n'est pas en train de faire son travail. Il a fouetté ce qu'il a appelé fouetter un document qui viendrait de l'ANR. Où on parlait de la mort d'un parent, d'un ancien ministre de ce pays, d'un ancien PDG de ce pays, d'un député national, d'un père de famille. Un document qu'il attribuerait à l'ANR. Mais chose grave, on lui demande la source. Il dit non. Vous, comme journaliste, vous ne pouvez pas brûler votre source. Et qu'est-ce que vous, à la place des magistrats, vous faites quoi? Vous faites quoi? Continuons sur peut-être les enquêtes au sein de l'ANR. Oui, mais jusqu'ici, il n'est pas encore condamné. On commence à faire ça. Mais effectivement, ce sont des choses qui sont suffisamment graves. On ne peut pas se permettre, on est républicain, on accorde un faux document à une grande institution d'une grande sécurité comme la ANR. Parce qu'au nom du journalisme, vous n'avez pas l'immunité journalisme. Il faut le rappeler, cher Michel. Vous êtes des citoyens comme nous. Sauf que vous avez un travail sérieux, c'est celui de former et d'informer. Mais ceci ne vous donne pas l'immunité journalistique. C'est comme ça, quand je vois certains de vos collègues qui ont fait des déclarations, nous exigeons, ça c'est de la poudre de perlimpinpin. On est habitué, vous aimez parfois aussi du baise. Mais messieurs doivent nous dire où est-ce il tire ces informations-là. La République n'est pas la jungle. Elle tire l'origine de la Rome antique, où elle est régie par des lois et des principes. Quand on ne sait pas les observer, on vous met out. Là où il a l'occasion, il doit se faire. Au lieu que vous puissiez faire ce que vous faites dans les réseaux, dans les déclarations, faites un collectif, cherchez les avocats pour que devant les cours et tribunaux, qu'ils soient comme conseil, que de faire ce qu'on en a l'habitude, vous exigez à la justice. Mais c'est une ingérence. Ça peut aussi constituer une infraction. Vous ne pouvez pas imposer à une justice d'un pays comme la République démocratique du Congo par un groupe d'amis ou un club d'amis de la libération immédiate. Pas du tout. Il a été détenu dans des services qui sont reconnus, étatiques. Et soyez derrière, cherchez les avocats derrière ce dossier-là. Si il est innocenté, c'est une très bonne chose, il va continuer son métier. Mais si on lui reconnaît les faits pour lesquels il est appréhendé, qu'il subisse la rigueur de la loi. En regardant tout ce qu'on vient d'énumérer, sur les plans de l'appareil judiciaire, sur le processus électoral, aujourd'hui, le 15 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie. Est-ce que peut-on dire réellement que la République démocratique du Congo, notre pays que nous aimons tous, c'est un pays réellement démocratique?
Je savais que cette question va être une question assez difficile à la répondre. Ce n'est pas parce que je ne crois pas à la démocratie ou à l'effectivité de la démocratie, mais parce que moi je suis un penseur. Vous m'avez présenté ici comme chercheur. Nous sommes de ceux qui pensent qu'au lieu de imposer la démocratie en RDC, mais c'est plutôt démocrate, et je vais dire congoliser la démocratie. Donc une démocratie congolaise au lieu de la démocratie au Congo. C'est-à-dire? Pour nous, nous estimons que la démocratie à la manière à l'occidentale, elle est observée à la lettre parce qu'il suffit de voir la séparation du pouvoir, il suffit de voir la participation du citoyen, hein, parce que c'est comme ça on définit la démocratie comme un pouvoir qui émane des citoyens, qui l'exerce de manière directe à travers les lois, à travers les représentants et même à travers le vote. Le citoyen s'est choisi lui-même le candidat ou le dirigeant de ses choix. C'est ça la démocratie. Mais maintenant, nous nous disons qu'est-ce que cette démocratie-là, elle colle avec nos valeurs culturelles. Nous disons non, la démocratie importée de manière de l'Occident ne colle pas avec nos réalités culturelles. C'est pourquoi vous voyez d'ailleurs que les Kabunda tombaient dans ce que nous sommes en train de déplorer ici. C'est qu'au nom de cette démocratie-là, considérée occidentale, quelqu'un se réveille le matin, il va se faire de l'épaisseur politique. Après, il donne des allégations mensongères comme ça. Et puis, vous savez, comme vous avez dit, nous sommes dans un état de droit, ça dit la liberté d'expression. Non, ça, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est plutôt le libertinage qui est un frein, n'est-ce pas, pour la démocratie. Et ceci étant, il va falloir, à notre avis, parmi nous, nous sommes un groupe de chercheurs qui pensons qu'il faut plutôt congoliser notre démocratie, c'est-à-dire adapter la démocratie selon nos valeurs culturelles, selon nos valeurs linguistiques et même tribalo-ethniques. De rester dans la démocratie purement occidentale que nous copions sans connaître les soubassements, sans tenir compte de nos valeurs sociologiques. Et souvent, il y a un paradoxe. Donc, ceci étant, je suis convaincu que du point de vue, si on reste dans votre thématique, dans votre question, nous avons suffisamment fait des pas là-dessus, parce qu'aujourd'hui, nous avons un Parlement qui est élu, nous avons un président exécutif, l'exécutif qui émane du Parlement, nous avons des institutions qui sont installées, chez vous, vous avez les institutions d'audiovisuel, tout ça. Ce sont des signaux forts qui montrent que la démocratie se comporte bien, mais sauf comme chercheurs, nous disons que cette démocratie est venue copier de l'Occident, ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs. Ici, je vois le développement. Il faille prendre compte de nos valeurs culturelles, nos valeurs sociologiques, afin que nous puissions adapter la démocratie à ces valeurs-là. Et ceci passe par exemple, nous, notre parti politique, nous avons un cahier de charges qui est déjà disponible, lequel nous allons proposer au président de la République de pouvoir adapter déjà notre constitution dans son mandat prochain, parce que celui-ci, c'était un mandat qui a commencé avec assez de problèmes et qui ont émaillé avec vous savez, FCC Cash, tout ça, tout ce que nous avons dit. Mais dans le second mandat, nous sommes convaincus que le chef de l'État aura une majorité au Parlement. Il faille revoir notre constitution, parce que c'est cela le socle de cette démocratie dont on parle, afin qu'elle soit adaptée selon nos réalités culturelles, selon nos coutumes et mœurs, que ce soit une constitution qui soit copiée, qui se comporte comme à la française, alors que nous sommes congolais, nous avons nos cultures qui sont totalement déphasées à celles de l'Occident. Nous tendons vers la fin de notre émission sous la paillote sur C24+. La dernière question pour vous lâcher, M. Pancras Yohanlé. Aujourd'hui, c'est la dernière session pour cette législature de la 4e République. Que retenez-vous de cette législature qui tend déjà vers la fin, qui a ouvert d'abord ses portes aujourd'hui pour la session purement budgétaire? Ouais, beaucoup de leçons à retenir, parce que elle a commencé par une zone de turbulence. Déjà, à l'époque, je parlais ici de l'alliance des tristes mémoires FCC Cash, qui a stagné le pays avec des querelles politiciennes. Et cette législature a commencé avec Mme Mabunda, qui au début avait reçu les éloges du chef de l'État,
Mais malheureusement, c'est comme ça que j'ai déploré cette démocratie copiée de l'Occident. Elle voulait se faire la grenouille, elle voulait se faire l'éléphant. Et finalement, elle s'est fait écraser. Et donc, cette législature a commencé avec assez de turbulences. Nous avons vécu, vous savez, même ce Kabound aujourd'hui qui à un certain moment voulait se faire la star dans la diffamation, était invexé du pouvoir de manière assez catastrophique. Et c'était tel le débit. À la fin, comme il n'est jamais tard pour bien faire, et le chef a pris le bâton à main et il a frappé. Et tout de suite, avec l'avènement d'Embosso, il faut dire que le vieux a montré que le débat sur les âges, sur les générations, devait être, à mon avis, modifié. Le vieux a montré que c'est un vieux, un politique, un vétéran de la politique congolaise et même internationale. Aujourd'hui, il est en train d'amener à beau port ce régime ici. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup plus de bien que de mal, parce que c'est grâce à cette législature, parce que c'est le Parlement qui investit le gouvernement, c'est le Parlement qui valide tous les programmes. Nous pouvons aujourd'hui, on peut apprécier la gratuité qui a commencé avec assez de problèmes. Bah aujourd'hui, on ne parle plus comme ça a été le cas. On parle d'infrastructures, on parle des centres de santé, on parle des hôpitaux. C'est grâce aussi à ce Parlement qui a boosté le gouvernement. Et on parle aussi de la réforme de militaires. On n'en fait pas allusion aujourd'hui. Quand vous voyez militaires congolais, vous risquez de croire que vous êtes devant la CIA ou bien l'armée américaine. Ça, c'est dans l'actif de ce Parlement. Le gouvernement est à émanation de celui-ci. Et donc, bref, nous disons que cette session est budgétaire et qu'ils connaissent l'ambition de notre pays, et incarnée par le président de la République, c'est le Congo fort. Un Congo fort passe par une économie forte, par un budget fort. Et je suis convaincu qu'ils en sont conscients pour qu'ils proposent un budget réaliste, un budget qui permette à ce que les membres du gouvernement se mettent la main dans la pâte, afin que nous puissions sortir de cette bouillabaisse qui nous a été léguée par le régime de triste mémoire de Joseph Kabila. Monsieur Pancras, nous sommes à la fin de cette émission sous la paillote. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous devez dire durant cette émission sous la paillote sur C24+? Ben, beaucoup de choses vont rester parce qu'en tant que scientifique, on aurait bien voulu... même si ce n'est pas la dernière fois. Effectivement, je serais très heureux de retrouver encore ce beau plateau. Ce que nous avons dit, c'est que le président de notre parti politique, M. Simon Ikamba, a signé un communiqué très important, lequel il va être reçu ou recevoir la notabilité d'abord du Grand Kasaï, parce qu'on dit on doit commencer d'abord par chez soi avant d'atteindre ailleurs. C'est qu'il a fait un communiqué dans lequel il a pris une décision de visiter la notabilité, la jeunesse du Kasaï, afin de s'armer du Grand Kasaï. Quand je dis Grand Kasaï, c'est-à-dire je vois l'ancienne configuration, et armer la jeunesse afin que le pouvoir des chefs de l'État ne connaisse pas de pépins, de problèmes, mais c'est une initiative qui va s'éteindre après le Grand Kasaï, ce sera le Grand Katanga, ensuite de suite. Mais pour l'instant, la décision, d'abord, c'est il sera reçu par une certaine notabilité, ou il recevra aussi une certaine notabilité pour échanger de la réélection sans contentieux du chef de l'État. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission sous la paillote. Sur C24+, sous la paillote a reçu pour vous, sur ce plateau, M. Pancras Iwale, il est secrétaire général adjoint de l'Union pour la réussite du Congo et aussi les porte-parole en même instant, porte-parole de l'Union sacrée. Il est un enseignant d'université, un chercheur en droit phonique. Et aussi, comme nous avons toujours dit, ce ne sera pas la première et la dernière fois qu'on va recevoir M. Pancras et il sera reçu encore une fois de plus sur ce plateau. Mais pour aujourd'hui, on prend rendez-vous pour la prochaine édition.